Quand j'ai reçu l'invitation au mariage de ma sœur Julie, j'ai fixé l'élégante enveloppe avec un nœud dans l'estomac. Le papier crème épais portait mon nom en calligraphie dorée, comme si la beauté de cette invitation pouvait effacer des années de douleur. Nous n'avions jamais été proches, pas depuis l'enfance, quand elle avait fait de moi sa cible favorite, se moquant constamment devant les autres. Dans notre petit appartement à Nantes, elle trouvait toujours le moyen de me diminuer, de faire remarquer mes défauts, mes maladresses. Pourtant, une partie de moi espérait que cet événement marquerait un nouveau départ. Un moment où je pourrais me tenir parmi ma famille sans être la cible de leur raillerie. Peut-être que son mariage à la mairie du 16e arrondissement de Paris, suivi d'une réception dans un château en Île-de-France, l'avait transformée. Peut-être. J'ai relu l'invitation plusieurs fois en sirotant mon café dans ma cuisine, les bruits familiers de mon quartier de Rennes filtrant par la fenêtre entr'ouverte. Le marché du samedi s'installait en bas, les voix des marchands se mélangeant au cliquetis des étals qu'on montait. Lucas, mon fils de 6 ans, jouait dans sa chambre avec ses petites voitures, inconscient du tumulte qui agitait mon cœur. « Maman, on va chez Tati Julie ?» a-t-il demandé en apparaissant dans l'encadrement de la porte, ses cheveux bruns ébouriffés et ses grands yeux verts pleins d'innocence. J'ai hésité. Lucas n'avait rencontré ma sœur que 2 fois, et jamais plus de quelques heures. Elle avait à peine remarqué son existence, comme si mon statut de mère célibataire était contagieux. Comme si élever seul un enfant après le départ de Thomas pour Marseille avec sa nouvelle conquête était un choix, et non une épreuve que j'affrontais chaque jour. Oui, mon cœur. Pour son mariage. Tu auras un joli costume et tu seras le plus beau garçon de la fête. Son visage s'est illuminé. Les enfants sont si simples dans leur bonheur. Un costume, une fête, des gâteaux c'était suffisant pour transformer cette invitation en aventure. Si seulement je pouvais voir le monde à travers ses yeux. J'ai finalement répondu oui, contre mon meilleur jugement. J'ai acheté un costume bleu marine pour Lucas chez Petit Bateau et une robe pour moi chez une petite boutique de créateurs de notre quartier. Pas trop chère, pas trop voyante, mais suffisamment élégante pour ne pas donner à ma famille une raison supplémentaire de critiquer mes choix. La veille du grand jour, nous avons pris le TGV pour Paris. Lucas, le nez collé à la vitre, s'émerveillait de la vitesse, des paysages qui défilaient, des vaches dans les champs normands. Moi, je sentais l'anxiété monter comme la marée sur nos plages bretonnes lentes mais inexorables, jusqu'à tout submerger. Nous avons passé la nuit chez Marie, ma seule véritable amie d'enfance. Son appartement minuscule à Montmartre nous accueillait chaleureusement. Elle comprenait sans que j'aie besoin d'expliquer. Elle avait été témoin des humiliations passées. « Et tu n'es pas obligée d'y aller, Céline » m'a-t-elle dit alors que nous partagions un verre de vin rouge sur son balcon, après avoir couché Lucas. « Ta sœur n'a pas été présente quand tu en avais besoin. Pourquoi devrais-tu l'être maintenant ?» J'ai contemplé les lumières de Paris qui scintillaient sous nous, le dôme blanc du Sacré-Cœur brillant dans la nuit. « Parce que je ne veux pas être comme elle, ai-je répondu simplement. Et parce qu'une partie de moi espère encore que les choses peuvent changer. Marie a serré ma main sans ajouter un mot. Parfois, le silence est la forme de soutien la plus sincère. Le jour J, nous sommes arrivés au château de Vincennes où la réception allait avoir lieu. Un lieu magnifique, témoignage de la réussite professionnelle de Julie dans la finance et de son futur mari, Étienne, architecte renommé. Lucas, dans son petit costume, serrait ma main comme une bouée de sauvetage. Je sentais sa nervosité, miroir de la mienne. En franchissant les portes de l'élégante salle de réception, j'ai immédiatement ressenti le poids des regards invisibles. Les amis parisiens de Julie, collègues de la Société Générale, cousins que je n'avais pas vus depuis des années tous m'ont salué avec des sourires crispés, certains cachant à peine leur pitié, d'autres leur jugement. La fille qui n'a pas réussi. La mère célibataire. L'échec familial. Tiens, Céline est venue finalement, a murmuré tante Monique assez fort pour que je l'entende en passant. Et avec le petit, comment s'appelle-t-il déjà ? J'ai serré les dents et avancé sans répondre, guidant Lucas vers notre table, stratégiquement placée au fond de la salle, loin des projecteurs. Julie est apparue dans un tourbillon de soie et de dentelle calais, sa robe Dior épousant parfaitement sa silhouette. Elle m'a à peine reconnue, m'offrant un rapide baiser dans l'air et un « contente que tu aies pu venir » avant de s'envoler dans un nuage de dentelle blanche et de parfum Chanel. Pas un regard pour Lucas,
pas un geste pour se baisser à sa hauteur. J'ai respiré profondément et me suis rappelé que ce n'était pas à propos de moi. C'était son jour. Je devais simplement survivre. Lucas, serrant toujours ma main fermement, m'a demandé si nous pouvions partir bientôt. Je lui ai souri doucement et j'ai secoué la tête. On va rester un peu, mon chéri. Sois fort pour maman, d'accord? Il a acquiescé, ses yeux verts brillants de confiance. Cette confiance m'a maintenu enracinée sur place même si l'anxiété me tordait le ventre. Les canapés au saumon et au foie gras circulaient, le champagne coulait à flots. J'ai observé les invités, leur aisance dans ce monde de luxe discret. Un monde qui n'avait jamais été le mien, même avant ma chute, comme ma mère appelait ma grossesse non planifiée et mon choix de garder Lucas malgré le départ de Thomas. « Et tu ne prends pas de champagne ?» m'a demandé un homme en costume impeccable, l'un des témoins d'Étienne que je venais de rencontrer. Il est excellent, millésime 2015. Je conduis, ai-je menti, préférant garder tous mes sens en alerte. L'alcool et les réunions familiales ne faisaient jamais bon ménage pour moi. Et ainsi commença cette longue journée, où chaque minute semblait étirée par l'appréhension. Je souriais, je hochais la tête, je prétendais que tout allait bien. Pour Lucas. Pour moi. Pour maintenir l'illusion que je pouvais faire partie de cette famille, même si je savais au fond de moi que j'avais cessé d'en être véritablement membre depuis longtemps. La réception avait atteint ce moment particulier où l'émotion prend le dessus. Les lumières du château s'étaient tamisées, créant une ambiance plus intime. Le tintement des verres de cristal résonnait dans la salle tandis que les serveurs en gilet noir versaient le champagne rosé pour le toast. Lucas mangeait sagement son 3e morceau de fraisier, son dessert préféré, une petite tache de crème au coin des lèvres que j'essuyais tendrement. Julie se leva, microphone à la main, radieuse dans sa robe, les lumières douces se reflétant sur les perles cousues à la main. Elle commença son discours, et pendant un instant, je me surpris à l'admirer. Sa prestance, son élégance naturelle, des qualités que notre mère avait toujours valorisées chez elle et trouvées manquantes chez moi. Au début, son discours était touchant. Elle parlait d'amour, de la chance inouïe d'avoir trouvé quelqu'un qui voyait au-delà des apparences, qui comprenait son cœur. Elle évoquait leur voyage ensemble, leur appartement haussmannien qu'ils rénovaient, leurs projets communs. Les invités acquiesçaient, certains essuyant des larmes discrètes. Étienne la regardait avec une tendresse palpable. Je me surpris à penser que peut-être, l'amour l'avait adoucie. Peut-être que le bonheur l'avait rendue plus généreuse d'esprit. J'étais presque émue pour elle, oubliant momentanément nos années d'animosité. Puis son ton changea. Je le sentis avant même que les mots ne sortent de sa bouche, cette inflexion particulière, ce demi-sourire que je connaissais trop bien. Et bien sûr, dit-elle, avec un rictus à peine dissimulé, aucun mariage ne serait complet sans reconnaître ma chère grande sœur, Céline. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je sentis mon visage se figer dans un sourire poli. Vous savez, celle qui est toujours célibataire, toujours à galérer, toujours à attendre le prince charmant ou peut-être juste n'importe quel homme avec un pouls. Elle fit une pause théâtrale. Y a-t-il des âmes charitables parmi vous ce soir? Un collègue célibataire? Un cousin éloigné? Elle n'est pas très difficile, vous savez. La foule éclata de rire. Des rires polis au début, puis plus francs quand ils virent que ma sœur souriait largement, visiblement fière de sa plaisanterie. Mon cœur se serra brutalement. Je baissai les yeux, fixant les motifs de la nappe en lin comme s'ils contenaient le secret pour disparaître instantanément. Lucas me regarda, confus. À 6 ans, il ne comprenait pas entièrement les mots, mais percevait parfaitement l'atmosphère, la moquerie, l'humiliation. Je lui serrai la main sous la table, essayant de lui communiquer une force que je ne possédais pas moi-même. « Maman, pourquoi tante Julie parle de toi comme ça ?» chuchota-t-il. Je ne trouvais pas les mots pour répondre. C'est alors que la voix de ma mère, Françoise, s'éleva depuis la table d'honneur, forte et tranchante comme toujours. Elle a encore quelques années d'utilité, elle vient avec un enfant défectueux, mais bon. 2 pour le prix d'un, pas vrai? Les rires s'intensifièrent. Je sentis mon visage s'enflammer. Je serrai Lucas contre moi alors que ses yeux confus cherchaient les miens. Défectueux. Le mot résonna dans ma tête comme un coup de tonnerre. Lucas, mon doux Lucas,
avec sa dyslexie légère et sa timidité, qualité que ma mère avait toujours considérée comme des tares, des preuves supplémentaires de mon échec en tant que mère. Le petit garçon se raidit contre moi. « Maman, murmura-t-il, pourquoi il rit de nous ?» Ma gorge se noua. Je voulais disparaître. Je voulais le protéger de ce monde cruel, de cette famille qui n'en était pas vraiment une. Des visages se tournaient vers nous, certains gênés maintenant, réalisant peut-être que la plaisanterie était allée trop loin. Mais personne n'intervenait. Personne ne disait « stop ». La bienséance parisienne dans toute sa splendeur ne jamais créé de scène, surtout lors d'un mariage au champagne millésimé. Je me sentais pétrifiée, incapable de me lever et de partir dignement comme je l'aurais dû. Des années de conditionnement familial me maintenaient clouée sur cette chaise, souriant faiblement comme si j'étais complice de ma propre humiliation. Comme si c'était normal. Comme si je le méritais. « Ce n'est rien, Lucas, murmurai-je enfin, la voix tremblante. Tante Julie fait juste des blagues de grandes personnes. » Mais il n'était pas dupe. Ses yeux verts si semblables aux miens me regardaient avec une question silencieuse. Pourquoi laissions-nous cela se produire ? Je cherchais du regard Marie, mon amie, assise à une autre table. Son visage exprimait une colère à peine contenue. Elle fit un geste vers la sortie, m'encourageant silencieusement à partir. J'aurais dû l'écouter. Au lieu de cela, je restais là, figée, alors que Julie continuait son toast, transformant ce qui devait être un moment de joie en séance publique d'humiliation. Et savez-vous comment elle élève ce pauvre enfant ? Avec des histoires de fées et de chevaliers. Dans un minuscule appartement à Rennes, loin de la vraie vie. Elle prit une gorgée de champagne, savourant visiblement son moment de gloire. Pas étonnant qu'il ait des problèmes à l'école. Il n'a jamais eu de figure paternelle, juste une mère qui croit encore aux contes de fées à 35 ans. Mon oncle Bernard gloussa bruyamment. Tante Monique hocha la tête comme si ma sœur venait d'énoncer une vérité profonde. D'autres invités semblaient mal à l'aise maintenant, mais personne n'intervenait. Le malaise flottait dans l'air comme le parfum trop sucré des fleurs qui décoraient les tables. À côté de moi, Madame Lefebvre, une vieille amie de la famille que je n'avais pas vue depuis mon enfance, me tapota la main avec une pitié non dissimulée. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu trouveras quelqu'un un jour. Peut-être pas un architecte comme Étienne, mais quelqu'un de bien quand même. » Cette gentillesse maladroite était presque pire que les moqueries. Je retirai ma main et pris une profonde inspiration. Je devais partir. Maintenant. Avant que les larmes qui menaçaient de déborder ne trahissent ma façade de calme. Avant que Lucas n'entende plus de ses cruautés déguisées en plaisanterie. Je commençais à rassembler mes affaires, glissant discrètement le petit sac à dos de Lucas sous la table, prête à battre en retraite le plus dignement possible. Mais ma mère n'en avait visiblement pas fini. « Oh, ne pars pas déjà, Céline », lança-t-elle depuis sa place privilégiée. « Tu n'as même pas entendu la meilleure partie, celle où Julie va nous raconter comment tu as réussi à faire fuir Thomas en seulement 3 mois après la naissance du petit. » Cette fois, le silence était assourdissant. Même les plus ivres, les plus insensibles des invités semblaient comprendre que la ligne avait été franchie. Thomas, le père de Lucas, qui nous avait abandonnés pour une collègue, transformé en victime de mon incompétence supposée. C'était trop, même pour cette assemblée habituée aux médisances élégantes. Lucas serra ma main si fort que je sentis ses petits ongles s'enfoncer dans ma paume. Ses yeux s'étaient remplis de larmes qu'il retenait bravement, son petit menton tremblant légèrement. Mon fils, si jeune, apprenait déjà la cruauté du monde à travers ceux qui auraient dû l'aimer inconditionnellement. Je regardais autour de moi, cherchant une échappatoire, un allié, n'importe quoi. Et c'est alors que je le vis. Étienne. Le marié. Il ne riait pas. N'avait pas ri une seule fois. Son visage exprimait quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps dans ma famille, de la compassion. De la colère aussi, mais pas dirigée contre moi. Nos regards se croisèrent brièvement. Et dans cet instant fugace, je crus voir un message silencieux, « Je suis désolé ». Puis il se leva lentement de sa chaise, le visage grave. Le temps semblait suspendu. L'humiliation qui m'avait submergé laissa place à une curiosité tendue. Que faisait-il ? Je ne le connaissais presque pas. Nous nous étions rencontrés 3 fois,
jamais plus de quelques minutes. Il était ce bel architecte parisien qui avait conquis ma sœur, cet homme dont elle se vantait constamment dans ses rares messages. Je l'avais imaginé semblable à elle, brillant mais cruel, sophistiqué mais superficiel. Pourtant, alors qu'il se dirigeait vers le microphone, quelque chose dans sa démarche, dans la détermination tranquille de son regard, me fit retenir mon souffle. Quelque chose allait changer. Pour le meilleur ou pour le pire, ce moment d'humiliation ne serait pas la fin de l'histoire. Juste au moment où je pensais que l'instant ne pouvait pas devenir plus insupportable, une nouvelle voix interrompit le chaos. Ça suffit. La salle se figea. Tous les regards se tournèrent vers Étienne qui s'était levé de sa chaise. Il n'avait pas ri. Pas une seule fois. Maintenant, il se tenait droit, prenant le microphone de la main de Julie avec une fermeté tranquille qui semblait ébranler l'air même du château. Sa voix était posée mais tranchante comme une lame. « Julie, je n'arrive pas à croire que tu aies dit ça. » Puis, tournant légèrement la tête vers ma mère, « Et vous aussi, madame, vous devriez avoir honte. » Des murmures parcoururent l'assemblée. Les invités échangeaient des regards gênés, ne sachant que faire face à cette confrontation inattendue. Vous vous moquez d'une femme qui n'a fait qu'essayer d'être présente. Vous la ridiculisez parce qu'elle est célibataire, parce qu'elle élève un fils seul alors qu'elle est probablement plus forte que n'importe qui dans cette salle. Je sentis ma respiration se bloquer dans ma poitrine. Étienne, cet homme que je connaissais à peine, défendait mon honneur devant 150 invités en tenue de soirée. Dans cette salle de réception du château de Vincennes, où les lustres en cristal reflétaient la lumière sur les murs centenaires, un miracle se produisait. Le sourire de Julie vacilla, son assurance habituelle s'effritant visiblement. Étienne, c'était juste une plaisanterie. Mais il secoua la tête, imperturbable. Ce n'était pas drôle. C'était cruel. Et je ne veux pas commencer une vie avec quelqu'un qui trouve de la joie dans l'humiliation des autres. Il se tourna vers moi, son regard direct mais bienveillant. Tu mérites mieux, Céline, et Lucas aussi. Ces paroles n'étaient pas prononcées avec force, mais elles résonnèrent plus fort que n'importe quel rire cette nuit-là. Dans la salle, on aurait pu entendre une mouche voler. Les serveurs s'étaient immobilisés, carafe de vin à la main. Le photographe avait cessé de prendre des clichés. Même le pianiste qui jouait discrètement dans un coin s'était arrêté au milieu d'un morceau de Debussy. Ma mère, pour la première fois depuis des années, semblait avoir perdu sa voix. Son visage s'était figé dans une expression d'incrédulité totale. Quant à Julie, elle fixait Étienne comme si elle voyait un étranger. Peut-être l'était-il, en quelque sorte un homme dont les valeurs s'avéraient soudain très différentes de ce qu'elle avait cru. Lucas me regardait, ses yeux verts écarquillés de surprise. Je sentis sa petite main serrer la mienne, non plus de peur cette fois, mais avec une sorte d'émerveillement prudent. Comme si, pour la première fois, il voyait que la cruauté n'était pas toujours le dernier mot, que quelqu'un pouvait se lever et dire non. Je croisai le regard de Marie à travers la salle. Elle souriait légèrement, les yeux brillants de larmes contenues. Elle aussi semblait stupéfaite par ce retournement de situation, mais pas mécontente. Pas du tout. Étienne posa doucement le micro sur son support et marcha vers nous. Chaque pas qu'il faisait taire un nouveau murmure dans la foule. Julie restait pétrifiée, son visage pâle, regardant son futur mari s'éloigner d'elle au milieu de leur célébration. Mon cœur battait à tout rompre. Était-ce réel ? Pourquoi me défendait-il, moi, l'étrangère, la paria familiale ? Il vint s'agenouiller à côté de Lucas, se mettant à son niveau, et le regarda dans les yeux. « Tu n'es pas défectueux, mon petit. Tu es parfait. N'oublie jamais ça. » Lucas hocha lentement la tête, incertain mais visiblement réconforté par ces mots prononcés avec tant de conviction. Étienne se releva ensuite et me fit face. Il était grand, bien plus que moi, mais il n'y avait rien d'intimidant dans sa présence à cet instant. « Je suis désolé. Pour ce qu'ils ont dit. Tu n'aurais pas dû avoir à subir ça. » Les larmes me montèrent aux yeux. Pas seulement de douleur mais aussi du choc de voir enfin quelqu'un prendre ma défense. J'avais passé tant d'années à endurer les railleries en silence, croyant que je le devais. Que c'était mon fardeau à porter. En cet instant, le geste d'Étienne brisa quelque chose en moi. Je réalisai que je n'étais pas aussi seule que je le pensais.
Comment oses-tu? La voix de ma mère trancha le silence, retrouvant soudain sa force. Comment oses-tu nous humilier ainsi, nous juger? Tu ne connais pas notre histoire, tu ne sais rien de ce que Céline a fait, des déceptions qu'elle nous a causées. Étienne se tourna calmement vers elle. Je sais ce que j'ai vu ce soir, madame. Et c'est suffisant. Ma mère se leva brusquement, son foulard Hermès glissant de ses épaules. Julie, dis quelque chose. C'est ton mari. Julie semblait perdue entre deux mondes, déchirée entre sa loyauté familiale et l'homme qu'elle aimait. Pour la première fois, je vis en elle non pas ma tourmenteuse, mais une femme confrontée à un choix impossible. Une part de moi ressentit presque de la compassion. Étienne, dit-elle finalement, sa voix tremblante, tu exagères. C'était juste pour rire un peu. Céline comprend, n'est-ce pas, Céline? Elle me regarda, ses yeux suppliant silencieusement mon approbation, ma complicité habituelle. Mais quelque chose avait changé. Le courage d'Étienne m'avait transmis une force nouvelle. Je me levai lentement, tenant toujours la main de Lucas. Non, Julie, je ne comprends pas. Ma voix était calme mais ferme. Je ne comprends pas pourquoi tu as toujours besoin de m'humilier pour te sentir supérieure. Je ne comprends pas pourquoi maman trouve acceptable de qualifier son petit-fils de défectueux. Et je ne comprends certainement pas pourquoi j'ai continué à espérer que vous changeriez un jour. Un silence assourdissant suivit mes paroles. Je n'avais jamais riposté auparavant. Jamais. J'avais toujours baissé la tête, encaissé, souri bravement pour maintenir une paix illusoire. Comment oses-tu nous parler ainsi, après tout ce que nous avons fait pour toi, s'écria ma mère, son visage virant au cramoisi. Nous t'avons soutenu quand cet homme t'a abandonné, vous n'avez rien fait du tout, l'interrompis-je, surprenant tout le monde, moi y compris. Vous avez dit que je l'avais mérité. Que j'aurais dû avorter. Que j'étais stupide de croire que je pouvais élever un enfant seul. Ce sont vos mots exacts, maman. Je m'en souviens parfaitement. Des hoquets de surprise parcoururent l'assemblée. Le vernis social se craquelait, révélant les fissures béantes de notre dynamique familiale dysfonctionnelle. Des invités commençaient discrètement à se lever, cherchant une sortie, mal à l'aise d'être témoins de cette confrontation intime. Julie semblait au bord des larmes maintenant, son maquillage parfait commençant à couler légèrement. C'est mon mariage, Céline. Mon jour. Comment peux-tu me faire ça? Je ne te fais rien, Julie. Je réponds simplement à tes attaques, pour une fois. Je me tournai vers Lucas dont les yeux allaient de l'un à l'autre, tentant de comprendre ce drame adulte. Viens, mon chéri. Je crois qu'il est temps pour nous de partir. Alors que je commençais à rassembler nos affaires, Étienne posa doucement sa main sur mon bras. Attendez. S'il vous plaît. Sa voix était calme, presque douce, mais empreinte d'une autorité tranquille. Il se tourna vers l'assemblée. Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Mais il y a des valeurs que je ne peux pas compromettre, même lors d'un jour comme celui-ci. Le respect. La dignité. La gentillesse. Il regarda Julie directement. Je pensais que nous partagions ces valeurs. Un serveur passa, proposant plus de champagne. Personne ne tendit son verre. L'atmosphère était électrique, chargée d'émotions non dites, de loyauté divisée. Si quelqu'un doit partir, continua Étienne, ce n'est pas Céline et Lucas. Ce sont ceux qui trouvent acceptable de les humilier. Ma mère se leva avec indignation. Comment oses-tu? Tu ne fais pas partie de cette famille, tu ne peux pas, justement, l'interrompit Étienne, je ne suis pas encore officiellement de la famille. Ce qui signifie que je peux encore choisir si je veux en faire partie. Ces mots tombèrent comme une bombe dans la salle. Julie porta sa main à sa bouche, comprenant soudain la gravité de la situation. Ce n'était plus seulement une dispute de famille embarrassante, c'était potentiellement la fin de son mariage avant même qu'il n'ait vraiment commencé. Je me sentais étrangement détachée, comme si j'observais la scène de l'extérieur. Cette confrontation, ce moment de vérité, avait été évité pendant trop longtemps. Comme si toutes ces années de silence et d'acceptation passive se cristallisaient en cet instant précis, dans cette salle de réception sous les lustres étincelants et les regards mortifiés des invités.
Ma mère saisit son sac et fit signe à mon père, resté silencieux comme toujours. Nous partons. Je ne resterai pas une minute de plus à être insultée ainsi. Elle jeta un regard glacial à Julie. Règle ça. Immédiatement. Puis elle sortit, suivie par mon père qui m'accorda à peine un regard. Lucas tira sur ma manche. Maman, est-ce qu'on part aussi? Sa voix était si petite, si vulnérable. Je m'agenouillai devant lui. Que veux-tu faire, mon cœur? Il regarda autour de lui, son regard s'arrêtant sur Étienne. Je crois que je veux rester un peu. Si c'est d'accord. Il hésita, puis ajouta dans un murmure, il a été gentil avec nous, le monsieur. Ma gorge se serra d'émotion. La sagesse simple des enfants, leur instinct pour distinguer la bonté. Je hochai la tête, incapable de parler, et me relevai pour faire face à Étienne. Merci, dis-je simplement. Pour ce que vous avez fait. Personne n'avait jamais pris notre défense avant. Il sourit légèrement, un sourire empreint d'une certaine tristesse. Ce n'était que justice. Et je suis sincèrement désolée que vous ayez eu à subir cela aujourd'hui. Julie s'approcha alors, hésitante, son assurance habituelle complètement évaporée. Étienne, s'il te plaît. Sa voix se brisa légèrement. Ne fais pas ça. Pas maintenant. On peut en parler plus tard, en privé. Étienne la regarda longuement, et je vis dans ses yeux un conflit, une douleur véritable. Il l'aimait, c'était évident. Mais il venait de découvrir une facette d'elle qu'il ne connaissait pas ou qu'il avait refusé de voir jusqu'à présent. Tu as raison, dit-il finalement. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Les invités n'ont pas à subir nos désaccords. Il se tourna vers moi. Céline, Lucas, restez si vous le souhaitez. Personne ne vous importunera plus, je m'en assure personnellement. Et étrangement, je le croyais. Dans ce château ancestral aux portes de Paris, au milieu d'une célébration qui avait déraillé de façon spectaculaire, j'avais trouvé un allié inattendu. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vue. Respectée. Défendue. Le DJ, sentant sans doute le besoin de dissiper la tension, lança une musique entraînante. Lentement, maladroitement, les invités commencèrent à se diriger vers la piste de danse, soulagés de cette diversion. Julie, après un dernier regard suppliant vers Étienne, suivit quelques amis vers les toilettes, probablement pour réparer son maquillage et sa dignité. Je restai là, tenant la main de Lucas, regardant Étienne qui semblait soudain porter le poids du monde sur ses épaules. Nos regards se croisèrent à nouveau, et je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas anticipé, une question, une incertitude, comme s'il cherchait la confirmation qu'il avait fait ce qu'il fallait. Je hochai imperceptiblement la tête, lui offrant ce que je pouvais, ma validation silencieuse, ma gratitude. Un sourire fugace traversa son visage, puis il se détourna pour parler avec le maître d'hôtel, probablement pour s'assurer que la soirée continuerait malgré tout. Maman, chuchota Lucas, est-ce que ça va maintenant? Je baissai les yeux vers lui, vers ce petit visage inquiet qui était mon monde entier. Oui, mon cœur. Je crois que ça va aller maintenant. Et étrangement, pour la première fois depuis que j'avais reçu cette invitation, je le pensais vraiment. Étienne déposa le micro sur son support et s'approcha de nous. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner dans la salle. Julie restait immobile, son visage pâle comme la porcelaine de Limoges, regardant son fiancé s'éloigner d'elle au milieu de leur célébration. Mon cœur battait, la chamade était-ce vraiment en train de se produire? Pourquoi me défendait-il, moi, l'étrangère, celle dont on parlait toujours à voix basse? Les invités s'étaient dispersés en petits groupes, murmurant entre eux, nous jetant des regards furtifs. Le malaise était palpable, comme un parfum trop entêtant. Ce mariage somptueux au château de Vincennes, dont Julie avait tant rêvé, tournait au drame mondain que les convives raconteraient pendant des mois dans les dîners parisiens. Étienne s'agenouilla auprès de Lucas. Mon fils le regardait avec cette curiosité prudente qu'il réservait aux adultes qu'il ne connaissait pas. À 6 ans, il avait déjà appris à être méfiant, une leçon trop précoce que je regrettais qu'il ait dû acquérir. « Et tu n'es pas défectueux, bonhomme, dit Étienne en le regardant droit dans les yeux. Tu es parfait exactement comme tu es. N'oublie jamais ça.
Sa voix était douce mais ferme, le genre de voix qui inspire confiance même aux enfants les plus réservés. Lucas hocha lentement la tête, un petit sourire timide apparaissant sur son visage. Il se tourna vers moi, cherchant confirmation, et je lui rendis son sourire à travers mes larmes contenues. Étienne se releva ensuite et me fit face. Il était grand, élégant dans son costume taillé sur mesure, mais sans cette arrogance que j'associais habituellement aux hommes de son milieu. « Je suis vraiment désolé, dit-il doucement. Pour ce qu'ils ont dit. Vous n'auriez jamais dû subir cela. » Les larmes me montèrent aux yeux, non seulement à cause de la douleur, mais aussi du choc de voir enfin quelqu'un prendre position pour moi. J'avais passé tant d'années à endurer le mépris en silence, croyant que c'était mon rôle, mon fardeau. En cet instant, le geste d'Étienne brisa quelque chose en moi, cette carapace que j'avais construite pour me protéger. Je réalisai que je n'étais peut-être pas aussi seule que je l'avais toujours cru. « Merci, murmurai-je, incapable d'en dire plus sans que ma voix ne se brise. Marie s'approcha, ignorant les regards réprobateurs des amis de Julie. « Je vais nous chercher quelque chose à boire, dit-elle simplement, serrant brièvement mon épaule au passage. Ce petit geste de soutien valait tous les discours du monde. « Étienne !» La voix de Julie retentit depuis l'autre bout de la salle. Elle avait réparé son maquillage et retrouvé une partie de son assurance. Elle s'avançait vers nous, sa robe bruissant sur le parquet ancien, son visage affichant un mélange de colère et d'incrédulité. « Qu'est-ce que tu fais ? » Les invités nous regardent. Il se tourna vers elle, son expression à la fois triste et résolue. « Je fais ce qui me semble juste, Julie. »« Ce qui te semble juste ?» Sa voix monta d'un cran. « Au milieu de notre mariage ? Tu choisis de me faire ça maintenant ? » « Je n'ai rien choisi du tout, répondit-il calmement. C'est toi qui as choisi d'humilier ta sœur. C'est ta mère qui a choisi d'insulter un enfant innocent. » Un petit cercle s'était formé autour de nous, des invités curieux assez près pour entendre mais prétendant ne pas écouter. Je me sentais comme sur une scène, exposée, mais étrangement, pour la première fois, je n'étais pas la cible des regards moqueurs. « Tu ne comprends pas, insista Julie. C'est comme ça que notre famille fonctionne. On se taquine, c'est notre façon d'être. Céline le sait bien, n'est-ce pas, Céline ? » Je sentis tous les regards se tourner vers moi. Pendant un instant, je fus tentée de faire ce que j'avais toujours fait, acquiescer, sourire, minimiser. Être la bonne sœur qui ne fait pas de vagues. Mais quelque chose avait changé en moi. « Non, Julie, dis-je doucement mais fermement. Ce n'est pas de la taquinerie. Ça ne l'a jamais été. C'est de la cruauté, et j'ai eu tort de la tolérer si longtemps. » Le visage de ma sœur se décomposa. Pour la première fois, je vis au-delà de son assurance habituelle, je vis une femme qui réalisait soudain que son monde parfaitement ordonné s'effondrait. Et j'éprouvais un mélange complexe d'émotions, de la satisfaction, oui, mais aussi une étrange compassion. Nous étions toutes deux prisonnières, à notre façon, des rôles que notre famille nous avait assignés. « Comment oses-tu » dit-elle, sa voix tremblante de rage. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, et qu'as-tu fait exactement, Julie ?» demanda Étienne, son ton plus dur maintenant. « Et tu l'as invitée à ton mariage pour la ridiculiser ? Pour montrer à quel point ta vie est supérieure à la sienne ? Est-ce vraiment la personne que tu es ? » Un silence lourd suivit sa question. C'était comme si, pour la première fois, Julie se voyait à travers les yeux d'un autre et n'aimait pas ce qu'elle découvrait. Lucas tirait doucement sur ma main. « Maman, est-ce qu'on peut aller dehors ? J'ai besoin d'air. » Sa petite voix me ramena instantanément à la réalité. J'étais avant tout une mère, et mon fils avait besoin de s'éloigner de ce drame d'adulte. « Et bien sûr, mon chéri, répondis-je en caressant ses cheveux. Étienne nous regarda, semblant comprendre, fit un geste vers les jardins du château visibles par les grandes fenêtres. « Les jardins sont magnifiques. Peut-être pourriez-vous y faire un tour ? Je vous y rejoindrai, si vous le permettez. » Julie attrapa son bras, scandalisée. « Tu n'es pas sérieux ? Tu vas abandonner notre réception pour aller te promener avec ma sœur ? » « Je vais prendre l'air et réfléchir, répondit-il fermement. Et nous parlerons ensuite, toi et moi. En privé. Je pris la main de Lucas et commençai à m'éloigner, reconnaissante pour cet échappatoire.
Je n'avais aucune idée de ce qui se passerait ensuite, mais j'avais besoin de respirer, de retrouver mon équilibre dans ce monde qui semblait soudain avoir basculé sur son axe. Les jardins du château étaient effectivement magnifiques, baignés dans la lumière dorée du soleil couchant. Des parterres géométriques à la française s'étendaient devant nous, ponctués de fontaines aux eaux miroitantes. Lucas lâcha ma main pour courir vers l'une d'elles, fasciné par les jets d'eau qui s'élevaient et retombaient en arcs gracieux. Je m'assis sur un banc en pierre, épuisé émotionnellement. J'observais mon fils jouer, son petit costume légèrement froissé maintenant, ses cheveux ébouriffés par la brise de juin. Il semblait déjà avoir oublié les tensions de la salle de réception, absorbé dans le moment présent comme seuls les enfants savent le faire. C'est un beau petit garçon. Je sursautai. Étienne s'était approché silencieusement et se tenait maintenant à quelques pas, regardant Lucas avec un sourire bienveillant. Il l'est, répondis-je simplement. Merci, pour tout à l'heure. Personne n'avait jamais pris votre défense, compléta-t-il. J'ai du mal à le croire. Comment votre famille peut-elle ne pas voir la personne extraordinaire que vous êtes? Je détournai le regard, mal à l'aise face à ce compliment inattendu. Vous ne me connaissez pas. C'est vrai, admit-il en s'asseyant à l'autre extrémité du banc, respectant mon espace. Mais je vois comment vous êtes avec votre fils. Je vois votre dignité face à la cruauté. Et je vois que malgré tout ce qu'ils vous ont fait subir, vous êtes venu aujourd'hui, espérant encore une réconciliation. Cela en dit long sur votre caractère. Au loin, Lucas avait trouvé un escargot et l'observait avec cette concentration intense que seuls les enfants peuvent accorder aux petites merveilles du monde. Pourquoi êtes-vous venu nous rejoindre, demandai-je finalement. Ne devriez-vous pas être auprès de Julie? Étienne soupira, passant une main dans ses cheveux bruns en bataille. Pour la première fois, je remarquai à quel point il semblait épuisé. Julie et moi avons des choses à régler. Mais j'avais besoin de voir si vous alliez bien, vous et Lucas, avant tout. Je ne comprends pas, dis-je doucement. Pourquoi vous souciez-vous de nous? Vous êtes censé vous marier à ma sœur aujourd'hui. Il regarda au loin, vers les tours du château qui se découpaient sur le ciel rougeoyant. Je croyais connaître Julie. Vraiment la connaître. Nous sommes ensemble depuis 2 ans, et jamais je n'avais vu cette facette d'elle. Il secoua la tête. Ou peut-être que je ne voulais pas la voir. Les signes étaient là la façon dont elle parlait de vous, de Lucas, toujours avec ce petit ton moqueur que je prenais pour de l'humour entre sœurs. Je restai silencieuse. Ce n'était pas à moi de défendre Julie, ni de l'accabler davantage. Je me demande maintenant si je l'ai jamais vraiment connue, continua-t-il, sa voix à peine audible. Et je me demande si je peux réellement passer ma vie avec quelqu'un capable d'une telle cruauté. Ces mots pesaient lourd dans l'air du soir. Je réalisais soudain l'ampleur de ce qui se passait. Étienne remettait en question son mariage, et c'était en partie à cause de moi. Je me sentis submergée par un mélange de culpabilité et d'une émotion plus complexe que je n'osais pas nommer. Je suis désolée, murmurai-je, ne sachant quoi dire d'autre. Il se tourna vers moi, surpris. Pourquoi vous excusez-vous? Vous n'avez rien fait de mal. J'ai peut-être ruiné votre mariage. Un sourire triste passa sur son visage. Si ce mariage peut être ruiné par la simple exposition de la vérité, alors peut-être qu'il n'était pas destiné à durer. Il fit une pause. J'aime Julie. Vraiment. Mais l'amour ne peut pas exister sans respect. Et ce que j'ai vu aujourd'hui? Il laissa sa phrase en suspens. Lucas revint en courant vers nous, les joues rougies par l'excitation. Maman. J'ai vu un papillon énorme. Comme ceux dans ton livre. Je souris, reconnaissante pour cette interruption. C'est merveilleux, mon chéri. Étienne se pencha vers Lucas. Tu aimes les papillons? Lucas hocha vigoureusement la tête. Maman m'a offert un livre sur les papillons pour mon anniversaire. On essaie de tous les reconnaître quand on va au parc. J'adorais les papillons quand j'étais petit, confia Étienne avec un sourire. Particulièrement les morphos bleus. Ils viennent d'Amérique du Sud et leurs ailes brillent comme des joyaux. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. On n'a pas cela dans notre livre? Tu as des photos? Pas sur moi, répondit Étienne en riant doucement, mais je pourrais t'en montrer un jour,
si ta maman est d'accord. Lucas se tourna vers moi, plein d'espoir, et je me trouvais déstabilisée par cette proposition inattendue. On verra, dis-je prudemment. Étienne sembla comprendre mon hésitation. Bien sûr, c'était juste une idée. Il se leva. Je devrais retourner à l'intérieur. Julie doit se demander où je suis. Je hochai la tête, soudain consciente de l'incongruité de la situation, avoir une conversation quasi intime avec le fiancé de ma sœur dans les jardins, pendant que la réception de leur mariage se poursuivait sans eux. « Que allez-vous faire » demandai-je malgré moi. Il soupira profondément. « Je ne sais pas encore. Parler avec Julie, certainement. Essayer de comprendre si ce que j'ai vu aujourd'hui est une anomalie ou la révélation d'un aspect de sa personnalité que je ne peux accepter. » Il me regarda directement. « Et vous, qu'allez-vous faire, Céline ?» La question me prit au dépourvu. Pendant si longtemps, j'avais simplement réagi, survécu, accepté. L'idée d'avoir un choix, de prendre une décision active sur ma relation avec ma famille, semblait presque étrangère. « Je crois que je dois repenser beaucoup de choses, répondis-je lentement. Pour Lucas. Pour moi. Étienne hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement ce que je voulais dire. Vous méritez mieux, tous les deux. N'oubliez jamais ça. Puis il se tourna vers Lucas qui observait un escargot grimper sur le rebord du banc. Prends soin de ta maman, bonhomme. C'est une femme exceptionnelle. Lucas leva les yeux et acquiesça solennellement, comme s'il recevait une mission de la plus haute importance. Je sais, dit-il simplement. Étienne sourit, un sourire chaleureux qui atteignit ses yeux, puis nous salua d'un léger signe de tête avant de se diriger vers le château. Je le regardai s'éloigner, sa silhouette élégante se découpant contre la pierre dorée par le soleil couchant. Lucas vint s'asseoir à côté de moi, posant sa petite main sur la mienne. « Il est gentil, le monsieur, dit-il simplement. »« Oui, répondis-je doucement. »« Il l'est. » Nous restâmes ainsi un moment, dans le calme des jardins, alors que la musique et les voix continuaient à nous parvenir faiblement depuis la salle de réception. Je savais que nous devrions bientôt décider rester, affronter ma famille, ou partir discrètement. Mais pour l'instant, ce moment de paix avec mon fils était tout ce dont j'avais besoin. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais le droit de choisir. Le droit de refuser l'humiliation, de demander le respect. Le droit d'être vu pour qui j'étais vraiment, pas pour l'image que ma famille avait construite de moi. Et cette réalisation, plus que tout ce qui s'était passé aujourd'hui, était peut-être le véritable cadeau d'Étienne. La cérémonie était officiellement terminée. Bien que personne ne l'ait annoncé. Les invités commençaient à quitter discrètement le château, évitant les regards directs, murmurant entre eux comme des conspirateurs. Julie avait fui la salle, sa traîne de dentelle flottant derrière elle comme le symbole de quelque chose de perdu. Ma mère restait assise, pour une fois sans voix, son verre de champagne oublié devant elle. Mon père, fidèle à lui-même, regardait sa montre Longines, visiblement mal à l'aise mais incapable de prendre position. Marie m'avait rejoint dans les jardins avec nos manteaux et mon sac. « Je crois qu'il est temps de partir, dit-elle doucement. Les gens commencent à chuchoter et ta mère lance des regards qui pourraient tuer. » Lucas s'était endormi sur le banc, sa tête reposant sur mes genoux, épuisé par les émotions de la journée. Je caressais ses cheveux distraitement, perdu dans mes pensées. « Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer, murmurai-je. Moi non plus, admit Marie en s'asseyant à côté de moi. Qui aurait cru que parmi tous ces gens, ce serait le futur mari de ta sœur qui se lèverait pour te défendre? Elle secoua la tête, incrédule. Il a du cran, ce type. Je ne sais pas quoi penser, confessai-je. D'un côté, je me sens soulagée, validée. Mais de l'autre, je ne peux m'empêcher de me sentir coupable. C'était censé être leur jour. Marie renifla avec dédain. Un jour qu'ils avaient choisi d'utiliser pour t'humilier publiquement. Ne te sens pas coupable, Céline. Tu n'as rien fait de mal. Je soupirai, sachant qu'elle avait raison mais incapable de me défaire complètement de ce sentiment de culpabilité qui m'accompagnait depuis si longtemps. Que vais-je faire maintenant? Je ne peux pas simplement couper les ponts avec toute ma famille. Pourquoi pas, demanda Marie,
sont-on sérieux? Qu'est-ce qu'ils t'apportent, à part de la douleur? Je n'avais pas de réponse à cette question. Pendant des années, j'avais maintenu ces liens par habitude, par obligation, par cet étrange sentiment de loyauté que nous ressentons envers ceux qui nous ont donné la vie, même lorsqu'ils nous blessent. Mais aujourd'hui, quelque chose s'était brisé ou peut-être était-ce moi qui avais finalement changé. Des pas sur le gravier nous firent lever la tête. Étienne approchait, son nœud papillon défait, sa veste de costume drapée sur son bras. Son visage portait les traces d'une confrontation difficile. « Je suis désolé de vous déranger, dit-il en s'arrêtant à quelques pas, je voulais juste m'assurer que vous alliez bien avant que vous ne partiez. » Marie se leva, me lançant un regard significatif. « Je vais chercher la voiture et la rapprocher. Prends ton temps. » Elle s'éloigna après avoir serré brièvement mon épaule, me laissant seule avec Étienne et Lucas endormis. « Comment va-t-il » demanda Étienne en désignant mon fils d'un geste du menton. « Épuisé » répondis-je doucement. « Mais il s'en remettra. Les enfants sont étonnamment résilients. »« Plus que nous, parfois, » dit-il avec un sourire triste. Il hésita, puis demanda, « Et vous ?» Je réfléchis un moment. Je ne sais pas encore. C'est comme si j'avais vécu dans une certaine réalité pendant des années, et qu'aujourd'hui, quelqu'un avait brusquement allumé la lumière, me montrant que les choses n'étaient pas du tout comme je les percevais. Il hocha la tête, compréhensif. Les dynamiques familiales peuvent être si puissantes qu'elles nous aveuglent. On accepte comme normal ce qui ne l'est pas du tout. Exactement. Je le regardais avec curiosité. Et Julie? Comment va-t-elle? Son expression s'assombrit. Pas bien. Elle oscille entre la colère, les larmes et le déni. Elle ne comprend pas pourquoi j'ai surréagi, selon ses termes. Je suis désolée, dis-je sincèrement. Ce n'était pas mon intention de causer tout ça. Vous n'avez rien causé du tout, répondit-il fermement. Ce sont les actions de Julie et de votre mère qui ont créé cette situation. Pas les vôtres. Un silence s'installa entre nous, pas inconfortable, mais chargé d'émotions non exprimées. Au loin, les lumières du château brillaient dans le crépuscule, et la musique nous parvenait par bribes, comme un rappel de la célébration qui continuait sans ses protagonistes principaux. « Que allez-vous faire maintenant » demandai-je finalement. Étienne soupira profondément. « J'ai demandé à Julie de reporter le mariage. Nous avons besoin de temps, du moins, j'en ai besoin pour réfléchir à ce qui s'est passé aujourd'hui et à ce que cela signifie pour notre relation. » Ces mots me frappèrent comme un coup. « Reporter le mariage ? Vous êtes sérieux ? » Complètement. Il me regarda directement. Je ne peux pas m'engager pour la vie avec quelqu'un qui trouve acceptable de ridiculiser sa propre sœur et son neveu devant une assemblée. Ce n'est pas la personne que je pensais épouser. Je restai silencieuse, ne sachant comment répondre. Une part de moi ressentait une étrange satisfaction, une validation de ma douleur, mais une autre part s'inquiétait pour Julie, malgré tout ce qu'elle m'avait fait subir. « Je dois rentrer à Rennes demain, dis-je doucement. Lucas à école lundi, et j'ai des rendez-vous professionnels que je ne peux pas manquer. Je travaillais comme traductrice indépendante, et chaque contrat comptait pour moi. » Étienne hocha la tête. « Bien sûr. Je comprends. Mais... » Il hésita, comme s'il pesait ses mots. « J'aimerais garder le contact, si vous êtes d'accord. Pas seulement pour, enfin, vous savez, mais parce que j'ai l'impression qu'une conversation a commencé entre nous aujourd'hui. Une conversation importante. » Je le regardai, surprise. « Vous voulez rester en contact ? Même si vous et Julie ? » Même si, confirma-t-il. Ce qui s'est passé aujourd'hui va au-delà de ma relation avec Julie. Il s'agit de faire ce qui est juste. De reconnaître la vérité quand on la voit. Lucas remua dans son sommeil, murmurant quelque chose d'incompréhensible avant de se réinstaller confortablement. Je souris tendrement en replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Il vous ressemble » observa Étienne. Les mêmes yeux verts expressifs. « Tout le monde dit ça » répondis-je avec un sourire. « Il a mon tempérament aussi, pour le meilleur et pour le pire. Têtu comme une mule, selon ma voisine. » Étienne rit doucement. Un trait de caractère sous-estimé, je trouve.
La persévérance nous aide à traverser les moments difficiles. Marie réapparut au bout de l'allée, agitant les clés de sa Citroën. La voiture est prête, lança-t-elle. Je me levai avec précaution, soulevant Lucas dans mes bras. Il était déjà presque trop grand pour que je le porte ainsi, mais je chérissais ces moments où je pouvais encore le tenir contre moi, sentir sa chaleur, sa confiance absolue alors qu'il s'abandonnait au sommeil. Étienne nous accompagna jusqu'à la voiture, marchant lentement à mon rythme. L'air du soir était doux, parfumé par les roses des jardins. Un moment de beauté tranquille après la tempête émotionnelle de la journée. « Vous aimez la glace au chocolat ?» demanda-t-il soudainement à Lucas qui s'était à moitié réveillé dans mes bras. Mon fils cligna des yeux, encore ensommeillé, mais hocha vigoureusement la tête. « C'est ma préférée. »« La mienne aussi, » dit Étienne avec un sourire. « Il y a une excellente glacerie artisanale près du jardin du Luxembourg. »« Bertillon. Vous connaissez ?» Je secouai la tête. « Nous ne venons pas souvent à Paris. Vous devriez essayer un jour. Ils font la meilleure glace au chocolat de toute la ville. » Peut-être. Il s'interrompit, hésitant. « Peut-être qu'on pourrait y aller ensemble, quand vous reviendrez à Paris. » Je le regardai, surprise par cette proposition. Cet homme que je connaissais à peine, qui était techniquement encore le fiancé de ma sœur, me proposait une sortie. Pas un rendez-vous romantique, bien sûr, mais quelque chose qui y ressemblait étrangement. « Je ne sais pas quand nous reviendrons, » répondis-je prudemment. « Bien sûr. » Il sembla comprendre ma réserve. C'était juste une idée. Aucune pression. Nous arrivâmes à la voiture. Marie était déjà au volant, faisant mine d'être occupée avec son téléphone mais surveillant clairement notre interaction du coin de l'œil. « Merci, » dis-je simplement en installant Lucas sur la banquette arrière. « Pour tout. Pour avoir vu ce que personne d'autre ne voulait voir. »« Merci à vous, » répondit-il doucement, de m'avoir montré une vérité que j'avais besoin de voir. Nous nous regardâmes un moment, un étrange sentiment de connexion flottant entre nous. Puis je montai dans la voiture et fermai la portière. À travers la vitre, je vis Étienne nous faire un signe de la main alors que Marie démarrait. « Là alors ?» dit Marie en sortant du domaine, un sourire en coin sur les lèvres. C'était intense. « Ne commence pas, » l'avertis-je, mais je ne pouvais m'empêcher de sourire aussi. Dans le rétroviseur, je vis le château s'éloigner, ses lumières brillant comme des étoiles dans la nuit. Ce château avait été le théâtre d'un drame que je n'aurais jamais pu prévoir, un drame qui, peut-être, avait changé le cours de ma vie. En regardant Lucas endormi paisiblement à l'arrière, je réalisais que quelque chose avait profondément changé en moi. J'étais venu pour survivre à cette journée, pour endurer stoïquement une humiliation de plus. Mais peut-être était-ce devenu le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose d'imprévu, d'incertain, mais aussi d'espoir. Dans les semaines qui suivirent, je notais les changements subtils dans mon comportement, dans ma façon de voir le monde. Je me surprenais à me tenir plus droite, à regarder les gens dans les yeux plus longtemps, à exprimer mes opinions au travail sans m'excuser préalablement. De petits gestes, mais qui témoignaient d'une transformation plus profonde. Julie avait essayé de me contacter plusieurs fois, laissant des messages vocaux oscillant entre excuses maladroites et accusations voilées. Je les écoutais sans rappeler, pas encore prête pour cette conversation. Ma mère, fidèle à elle-même, m'avait envoyé un email glacial m'accusant d'avoir ruiné le plus beau jour de la vie de ma sœur. Je l'avais lu une fois, puis supprimé sans répondre. Un soir, environ un mois après le mariage avorté, alors que Lucas dormait et que je travaillais sur une traduction pour une maison d'édition, mon téléphone vibra. Un numéro inconnu. J'hésitai, puis décrochai. « Céline ?» C'est Étienne. Sa voix me surprit, bien que j'aie secrètement espéré ce moment. « Comment allez-vous ?» demandai-je, soudain nerveuse. « Bien. Ou plutôt, mieux. » Il fit une pause. « Julie et moi avons rompu. » Je sentis mon cœur battre plus fort. « Je suis désolée, dis-je automatiquement. » Ne le soyez pas. C'était la bonne décision. Pour nous deux. Il hésita. Je suis à Rennes pour un projet architectural. Je me demandais si vous accepteriez de prendre un café.
Ou d'aller manger une glace avec Lucas, s'il est disponible. Je regardais par la fenêtre de mon petit appartement, vers les lumières de la ville qui scintillaient sous la pluie fine. Rennes la nuit, si différente de Paris, mais belle à sa façon. Oui, répondis-je simplement. J'aimerais beaucoup. Et ainsi, au milieu de l'été, dans une petite ville bretonne où la pluie et le soleil se succèdent capricieusement, commença un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre que je n'aurais jamais pu imaginer le jour où j'avais reçu cette invitation de mariage, avec son papier crème et sa calligraphie dorée. Les mois passèrent. L'été céda la place à un automne breton, doux et mélancolique, au ciel changeant et aux feuilles dorées qui tapissaient les rives de la Vilaine. J'avais coupé les ponts avec ma mère, après une dernière conversation téléphonique où elle avait refusé de reconnaître sa cruauté envers Lucas. « Tu as toujours été trop sensible, Céline, avait-elle dit de ce ton condescendant que je connaissais si bien. Et si tu n'arrives pas à comprendre l'humour familial, c'est ton problème, pas le nôtre. » Cette fois, au lieu de m'excuser, de chercher à apaiser, j'avais simplement répondu « Au revoir, maman » et raccroché. Un geste simple qui m'avait coûté 35 ans de conditionnement à faire passer les sentiments des autres avant les miens. J'avais cessé de répondre au message de Julie quand elle avait tenté de présenter les événements sous un jour plus favorable. « Tu sais comment est maman » m'avait-elle écrit. Et j'avais bu un peu trop de champagne. Tu prends tout tellement au sérieux. Pas un mot d'excuse sincère, pas une reconnaissance réelle de la blessure infligée. Juste cette minimisation constante qui avait été la bande-son de notre relation depuis l'enfance. La douleur persistait, comme une ancienne blessure qui se réveille par temps humide. Mais quelque chose d'autre s'épanouissait à sa place, la force. J'avais trouvé un nouveau poste chez une agence de traduction littéraire à Rennes, abandonnant le travail précaire de freelance pour un emploi stable avec des collègues que j'appréciais. J'avais déménagé dans un appartement plus spacieux dans le quartier Saint-Germain, où Lucas avait enfin sa propre chambre, qu'il avait fièrement décorée avec des posters de papillons et d'insectes. Lentement, patiemment, je construisais une vie qui m'appartenait vraiment. Et Étienne ? Il était resté en contact. Au début, c'était discret, un message par-ci, un appel par-là. Puis des visites plus fréquentes à Rennes pour son projet architectural, un immeuble écologique près de la gare. Nous prenions un café, parfois un dîner. Il venait le week-end et nous emmenait, Lucas et moi, explorer le Mont Saint-Michel, la forêt de Brocéliande, les plages sauvages du Finistère. Ce n'était pas de la pitié, comme je l'avais d'abord craint. C'était une connexion basée sur le respect mutuel. Il me voyait non pas comme brisée, mais comme courageuse. Et je le voyais non pas comme un sauveur, mais comme un compagnon que je n'avais jamais espéré rencontrer. Nous n'étions pas pressés. Nous guérissions, chacun à notre façon. « Comment va ton livre ?» me demanda-t-il un soir d'octobre, alors que nous marchions le long des quais après avoir déposé Lucas chez un ami pour une soirée pyjama. J'avais commencé à écrire, presque par accident. D'abord un journal pour exorciser mes démons familiaux, puis quelque chose qui ressemblait de plus en plus à un roman. L'histoire d'une femme qui trouve sa voie après des années de silence. Lentement, répondis-je en souriant. Entre le travail et Lucas, je n'avance que de quelques paragraphes par jour. Mais j'avance. J'aimerais le lire, quand tu seras prête, dit-il en prenant ma main. Un geste simple, mais qui me réchauffait plus que l'écharpe en cachemire enroulée autour de mon cou. Un jour, peut-être. Je n'étais pas encore prête à partager ces pages où je me mettais à nu, où j'explorais des blessures que je commençais tout juste à reconnaître. Quand ce sera moins brut. Il hocha la tête, compréhensif comme toujours. Sans pression. C'était l'une des choses que j'aimais le plus chez lui, cette patience, cette capacité à respecter mes limites, mes hésitations. Nous nous arrêtâmes sur le pont des Arts, regardant les lumières de la ville se refléter dans l'eau sombre. Le vent d'automne soulevait mes cheveux, et Étienne les replaça doucement derrière mon oreille, son geste empreint d'une tendresse qui me faisait encore frémir. « Et tu sais, dit-il doucement, je n'ai jamais regretté ce jour-là. Pas un seul instant. » Je savais immédiatement de quel jour il parlait. Ce jour qui avait tout changé, qui avait fait dérailler sa vie soigneusement planifiée avec Julie. Vraiment ? Même quand tu as dû expliquer à tes parents pourquoi le mariage était annulé ? Même quand tu as dû rembourser les acomptes, renvoyer les cadeaux ?
Il rit, ce rire chaleureux qui faisait pétiller ses yeux bruns. Même à ce moment-là. C'était compliqué, oui. Ma mère était dévastée, elle adorait Julie, ou plutôt l'idée de Julie. Mais... Il fit une pause, cherchant ses mots. Ce jour-là, j'ai fait un choix basé sur mes valeurs, pas sur les convenances. C'était peut-être la première fois de ma vie où je me sentais complètement en accord avec moi-même. Je comprenais ce sentiment. Je l'éprouvais aussi, de plus en plus souvent, à mesure que j'apprenais à écouter ma voix intérieure plutôt que celle de ma mère, de ma sœur, de tous ceux qui avaient défini pour moi ce que je devais être, ressentir, accepter. Et Julie, demandai-je, toujours curieuse de savoir comment ma sœur avait géré cette rupture spectaculaire. Là elle va bien, répondit-il. Et du moins, c'est ce que j'ai entendu. Elle a accepté un poste à Singapour, dans une banque internationale. Un nouveau départ, je suppose. Je hochai la tête, ressentant un mélange d'émotions. Du soulagement qu'elle soit loin, de la tristesse pour notre relation brisée, peut-être même une pointe de compassion. Malgré tout, elle restait ma sœur. Tu ne la regrettes pas? Je devais poser cette question, bien qu'elle me fasse peur. Étienne prit son temps pour répondre, regardant au loin vers les tours illuminées de la cathédrale. Je regrette l'idée que j'avais d'elle, dit-il finalement. La femme que je croyais qu'elle était. Mais la vraie Julie? Non. Comment pourrais-je regretter quelqu'un qui trouve acceptable de blesser les autres pour se sentir supérieur? Les gens peuvent changer, dis-je doucement, bien que je ne sois pas certaine d'y croire moi-même. Ils le peuvent, acquiesça-t-il. Mais seulement s'ils reconnaissent d'abord qu'ils doivent changer. Julie n'en était pas là. Il se tourna vers moi, son regard intense même dans la pénombre. Et toi, Céline? Regrettes-tu d'avoir coupé les ponts avec ta famille? La question me fit réfléchir. Parfois, j'éprouve cette culpabilité, ce sentiment qu'on m'a inculqué depuis l'enfance, que je dois tout tolérer au nom des liens familiaux. Je pris une profonde inspiration, l'air froid de la nuit remplissant mes poumons. Mais regretter? Non. Je regrette que nous n'ayons pas pu avoir la famille que j'aurais souhaité. Mais je ne regrette pas de m'être finalement respecté moi-même. Il sourit, serrant ma main un peu plus fort. C'est exactement comme ça que je le vois aussi. Nous continuâmes notre promenade, parlant de tout et de rien, de son nouveau projet à Nantes, de mon roman en cours, du dernier bulletin scolaire de Lucas où sa maîtresse notait ses progrès remarquables en lecture. Des sujets ordinaires, quotidiens, mais qui constituaient le tissu d'une vie que j'avais choisie, non plus subie. Plus tard cette nuit-là, après avoir récupéré Lucas endormi chez son ami et l'avoir bordé dans son lit, je rejoignis Étienne dans le salon. Il avait allumé quelques bougies et servait 2 verres de ce vin rouge de Loire qu'il avait appris à apprécier depuis qu'il passait du temps en Bretagne. « À quoi penses-tu » me demanda-t-il en me tendant un verre. Je m'assis sur le canapé, ramenant mes jambes sous moi. Je pensais à tout ce chemin parcouru. À comme ma vie est différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a 6 mois. En mieux, j'espère. Son sourire était taquin, mais je percevais une réelle question dans ses yeux. Tellement mieux, confirmai-je. Pas plus facile, je travaille toujours autant, je m'inquiète toujours pour Lucas, pour l'avenir. Mais c'est authentique maintenant. C'est ma vie, avec mes choix. Pas celle que ma mère ou ma sœur ou la société attend de moi. Étienne s'installa à côté de moi, son bras trouvant naturellement sa place autour de mes épaules. Ce geste, encore nouveau pour nous, me semblait pourtant étrangement familier, comme si nous l'avions répété des centaines de fois dans une vie antérieure. « J'aime ça chez toi, dit-il doucement. Cette clarté. Cette honnêteté avec toi-même. » Je ris doucement. Ce sont des qualités récentes. Tu ne m'aurais pas reconnu il y a 1 an. Je pense que si, répondit-il sérieusement. Je pense que j'aurais vu la vraie Céline, même sous les couches de doute et de peur. Ces qualités étaient là, attendant juste le bon moment pour émerger. Je posai ma tête sur son épaule, savourant ce moment de paix. Par la fenêtre ouverte, on entendait les bruits doux de Rennes la nuit, un accordéon lointain jouant près de la place Sainte-Anne, le rire occasionnel de passants, le ronronnement d'une mobilette. Ma ville. Mon. Chez moi. Et tu sais ce que Lucas m'a demandé hier, dis-je, me rappelant soudain la conversation.
Quoi donc? Si tu allais vivre avec nous un jour. Je levai les yeux pour observer sa réaction. C'était un sujet que nous n'avions jamais abordé directement, notre relation évoluant à son propre rythme, sans projection ni pression. Étienne sembla surpris, puis pensif. Et qu'as-tu répondu? Que les adultes prenaient parfois du temps pour décider de ce genre de choses. Que nous étions heureux comme nous étions pour l'instant, en apprenant à nous connaître. Je fis une pause. Mais qu'un jour, peut-être, si nous le voulions tous les trois, cela pourrait arriver. Il hocha lentement la tête. Une réponse parfaite. Honnête, sans fermer de porte. Et toi, osai-je demander. Qu'en penses-tu vraiment? Étienne prit son temps pour répondre, caressant distraitement mon bras du bout des doigts. Je pense que je n'ai jamais été aussi heureux que ces derniers mois, à partager des moments avec vous deux. Je pense que chaque fois que je retourne à mon appartement parisien, il me semble un peu plus vide, un peu moins comme un foyer. Il plongea son regard dans le mien. Je pense que j'aimerais construire quelque chose avec toi, Céline. Pas tout de suite, pas dans la précipitation. Mais un jour. Si tu le veux aussi. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, mais ce n'était pas de la peur. C'était de l'espoir. De l'anticipation. De la joie, peut-être. Je le veux, répondis-je simplement. Il sourit, ce sourire qui illuminait tout son visage et réchauffait quelque chose en moi que je croyais perdu depuis longtemps. Puis il se pencha et m'embrassa, doucement d'abord, puis avec plus d'assurance. Un baiser qui parlait d'avenir, de possibilités, de choix partagés. Lorsque nous nous séparâmes, je ne pus m'empêcher de rire doucement. Qu'y a-t-il? Demanda-t-il, amusé. Je pensais juste à l'ironie de la situation. Comment un mariage raté m'a finalement mené vers? Je m'interrompis, ne sachant comment qualifier ce que nous avions, ce que nous construisions. Vers le bonheur, suggéra-t-il. Oui, acquiesçai-je. Vers le bonheur. Maintenant, alors que je suis assise à côté de Lucas, le regardant dessiner avec ses crayons et fredonner pour lui-même, je ressens une paix que je n'aurais jamais cru mériter. Étienne est dans la cuisine, préparant ce risotto aux champignons qu'il a appris à cuisiner pendant ses années d'études à Milan. L'appartement est rempli d'une odeur d'ail et de vin blanc qui me fait saliver d'avance. Ce mariage, autrefois un jour d'humiliation, est devenu le moment où j'ai choisi de m'affirmer. Le moment où quelqu'un s'est tenu à mes côtés. Et le moment où j'ai appris que je n'avais pas besoin d'être la cible des moqueries de quiconque, j'étais l'auteur de ma propre histoire. Lucas lève la tête de son dessin et me sourit, ses yeux verts si semblables aux miens brillants de cette joie simple, sans complication, que seuls les enfants peuvent ressentir pleinement. Regarde, maman, dit-il en me montrant son œuvre. C'est nous trois à la plage. Je regarde le dessin, où trois figures aux proportions approximatives se tiennent par la main devant une étendue bleue. Le soleil sourit dans un coin de la page, et des mouettes stylisées volent dans le ciel. Une scène simple, mais qui contient tout un monde de bonheur. C'est magnifique, mon cœur, dis-je en embrassant le sommet de sa tête. Étienne passe la tête par la porte de la cuisine. Le dîner est presque prêt. Qui veut mettre la table? Moi, s'écrie Lucas en bondissant de sa chaise, toujours enthousiaste quand il s'agit d'aider. Je les regarde tous les deux, cet homme et ce petit garçon qui sont devenus mon monde. Ma famille choisie. Et je réalise que parfois, les chemins les plus douloureux nous mènent exactement là où nous devions être. C'est une leçon que j'enseignerai à Lucas, quand il sera plus grand. Que parfois, il faut traverser les tempêtes pour trouver son vrai port d'attache. Que la force ne vient pas de l'endurance silencieuse, mais du courage de dire assez. Et que l'amour, le vrai, nous voit non pas comme nous croyons être, mais comme nous sommes vraiment avec nos blessures, nos peurs, mais aussi notre beauté unique et notre capacité infinie à grandir, à guérir, à aimer en retour. En attendant, je me lève pour rejoindre ma petite famille dans la cuisine ensoleillée de notre appartement rennais, prête à savourer ce moment présent, ce bonheur simple que j'ai enfin appris à m'autoriser.